Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. On parle toujours du bouddhisme et pourtant, la multiplicité des écoles et des traditions devrait nous faire employer le pluriel pour évoquer cette sagesse née en Inde il y a 25 siècles. Pourquoi le bouddhisme d'aujourd'hui a-t-il des formes aussi variées ? C'est en remontant à l'histoire événementielle et idéologique des toutes premières communautés bouddhiques que l'on peut l'expliquer. Nous vous proposons de consacrer 2 émissions à l'histoire des écoles anciennes du bouddhisme indien que va nous faire découvrir notre invité Dominique Trottignon. Aujourd'hui, nous retracerons l'histoire des événements qui ont donné naissance à ces écoles et ces courants, dont sont issus le Mahayana et le Theravada. Nous verrons ainsi comment ces communautés se sont scindées et comment elles se sont réparties géographiquement. Et puis dimanche prochain, nous verrons précisément quelles idées distinguaient ces écoles les unes des autres. Dominique Trottignon, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition du Theravada depuis de nombreuses années. Vous dirigez l'Institut d'études bouddhiques à Paris, au sein duquel vous enseignez. Et puis vous menez des recherches, notamment sur le bouddhisme ancien et sur l'histoire du Theravada. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Alors tout d'abord, pour parler des écoles anciennes, sur quels documents se base-t-on ? Alors, le premier document qui nous a été transmis, c'est celui que les traditions bouddhiques elles-mêmes ont constitué au fil des siècles. Le problème pour nous, c'est que ces documents-là sont des documents essentiellement oraux pendant de très nombreux siècles, qui ensuite ont été mis par écrit, mais à date relativement récente. Donc, on a toujours des doutes sur leur fiabilité, même si la tradition bouddhique est très favorable à cette transmission orale. Du coup, on essaie de contrebalancer ça avec tous les documents qui viennent de l'archéologie. Mais pour ce qui est de l'Inde, les premiers documents archéologiques qu'on a, qui sont sur pierre, datent que du IIIe siècle de notre ère, du milieu du IIIe siècle de notre ère. Et donc, comme le Bouddha, on estime qu'il a vécu au 5e siècle, on a une période de 150 ans au minimum, qui reste quand même assez peu fiable pour ce qui est des traces tangibles. De quelle époque parle-t-on précisément quand on dit les écoles anciennes du bouddhisme indien ? Alors l'expression est peut-être un petit peu trompeuse, parce qu'on évoque en fait leur date d'apparition. Mais ce qu'il ne faudrait pas comprendre, c'est qu'elles n'ont vécu que dans une période ancienne du bouddhisme, c'est-à-dire généralement les 4 premiers siècles avant l'ère chrétienne. En fait, ces écoles ont perduré en Inde jusqu'à la disparition du bouddhisme en Inde aux alentours du XIIe siècle, voire certaines ont perduré même jusqu'au XIVe, XVe siècle. Donc cette expression de « ancienne » désigne la date d'apparition, mais pas leur durée de vie. Alors, autre question de vocabulaire, les écoles, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Le mot qu'emploient eux-mêmes les bouddhistes serait celui de Nikaya, qui pourrait être traduit par groupe. On pourrait, par exemple, employer l'expression de congrégation pour faire référence à la tradition chrétienne. Les termes d'école, il faudrait plus le réserver à des groupes qui se singularisent par leur doctrine, par leur pensée. Et c'est un autre terme qui est employé aussi dans le bouddhisme, qui n'est pas celui de Nikaya, mais qui est celui de Vada, qu'on va retrouver dans de très nombreux noms, justement, de ces différents groupes. En fait, au départ, les groupes se constituent plutôt sur la discipline de vie, sur la façon dont les disciples du Bouddha mettent en pratique son enseignement, et au fil des siècles, ils vont finir par avoir des débats plutôt doctrinaux, de scolastique. Et là, on va avoir l'apparition de ce qu'on appelle, nous, des écoles au sens strict. Au sens d'aujourd'hui. Au sens d'aujourd'hui, voilà. Alors, et les courants, qu'est-ce que ça veut dire aussi précisément ? Alors, traditionnellement, les écoles bouddhiques se comptent par dizaines. On évoque souvent le chiffre de 18. En fait, on ne sait pas trop. Selon les documents, on en a une quinzaine, on en a une vingtaine. Parfois, ça monte jusqu'à 25. Le chiffre traditionnel, c'est celui de 18. Mais c'est très, très vaste. Et en fait, on peut les regrouper. Et on peut les regrouper en 4 grands courants qui ils se réunissent quand même sur des points de discipline et de doctrine qui permettent de créer des familles qu'on appellera les courants. Alors, justement, ces familles sont nées à l'issue de quels événements ? Alors, ça s'est fait dans un temps relativement bref, puisqu'on considère, dans la tradition bouddhique et au niveau historique, on est à peu près d'accord, vraisemblablement 1 siècle après la disparition du Bouddha, et sur une période qui est de 50 ans, pas plus. C'est 2 générations. Alors, est-ce que c'est au cours des conciles que ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un concile ? Alors, un concile, c'est un terme qui nous vient de la tradition chrétienne et qui insiste là encore sur l'idée d'une réunion autour d'idées. Dans la langue bouddhique indienne, on parle de Sangiti qui veut dire chanter ensemble. Donc c'est une récitation
commune des enseignements du Bouddha. En fait, plus les années passent et plus les spécialistes pensent qu'il faudrait même traduire ça par récitation communautaire. C'est-à-dire qu'un groupe de disciples se réunit et récite les enseignements qu'ils considèrent être ceux auxquels ils vont se rattacher. Donc il peut y avoir plusieurs groupes avec plusieurs récitations communautaires, chacune étant différente les unes des autres. On considère généralement qu'il y a 2 grands conciles qui concernent la communauté originelle, qui sont les éléments fondateurs de cette communauté originelle. Le premier aurait eu lieu quelque temps après la disparition du Bouddha, c'est variable selon les traditions, et un autre aurait eu lieu une centaine d'années après la disparition du Bouddha. Et là, toutes les traditions sont à peu près d'accord. Et le problème, c'est que le récit qu'elle donne du deuxième concile est équivalent dans toutes les traditions, alors que le récit du premier est totalement différent en fonction des traditions. Et on a vraiment l'impression que c'est un récit qui a été construit a posteriori, en raison du deuxième, pour justifier, dans le deuxième, on a eu la nécessité de réciter les enseignements du Bouddha parce qu'on voulait justement condamner une partie de la communauté. On considérait qu'elle était trop déviante par rapport aux enseignements du Bouddha, mais si on voulait les condamner, il fallait bien inventer un événement fondateur. Mais cet événement fondateur, chaque tradition en a donné sa version. Donc elles sont d'accord sur l'événement mythique, mais pas du tout sur les détails de cet événement. Alors, pour expliquer aussi la répartition un petit peu aussi géographique en Inde, il y a eu des schismes entre les courants. Au tout début, la communauté bouddhique, elle est très rassemblée dans la vallée moyenne du Gange, là où le Bouddha a enseigné. Et il faut attendre à peu près le IIIe siècle, grâce à le roi Ashoka, qui réunit quasiment la totalité du sous-continent indien sous son autorité, pour que les communautés puissent profiter de cette paix et se diffuser dans tout le continent. Mais ça a commencé un petit peu avant, et les schismes, en fait, ils ont lieu essentiellement dans la vallée du Gange. Et le premier aurait eu lieu justement après le deuxième concile. Et d'après certains, c'est justement à l'occasion de cette récitation communautaire, il y a eu une division et une partie de la communauté qui ne se reconnaissait pas dans ce deuxième concile a fait son propre concile et comme ça a fait schisme. Et ces schismes donc se sont produits plus ou moins tous dans la vallée du Gange, mais après ils ont été amplifiés parce que les tenants de tel ou tel courant étaient plus représentés dans une région de l'Inde, le nord-ouest par exemple, la région qu'on appelle le Gandhara, qui correspond aujourd'hui à l'Afghanistan et au Pakistan, ou au contraire dans la région autour de Bombay, ou au contraire dans le Madhya Pradesh, qui est complètement au sud de l'Inde. Et les divisions au départ se sont accentuées au fil des siècles et ont donné naissance vraiment à des courants qui se sont beaucoup différenciés les uns des autres. Et qui géographiquement, finalement, aussi se sont répartis ensuite au-delà de l'Inde. Oui, parce que la diffusion du bouddhisme hors de l'Inde s'est faite à partir de certaines régions indiennes. Et donc, en fonction des régions de départ, de l'influence que certains courants avaient dans ces régions-là, ce n'est pas le même type d'enseignement qui s'est diffusé. Et ça, c'est tout à fait remarquable pour le nord de l'Inde, où il y avait vraiment 2 écoles qui dominaient. Elles ont beaucoup influencé toute la diffusion du bouddhisme en Chine et au Tibet. Alors que pour la diffusion du bouddhisme en Asie du Sud-Est ou à Ceylan, au sud, c'est une autre région de l'Inde qui a été la plus importante dans cette diffusion. Est-ce que la langue aussi était finalement une façon de distinguer les écoles les unes des autres ? Alors au départ, le Bouddha tenait à ce que tous ses disciples enseignent dans les langues populaires, ce qu'en Inde on appelle le prakrit, par opposition au sanskrit, qui est la langue des brahmanes, et qui est une langue plutôt savante et réservée au domaine religieux. Lui, le Bouddha, voulait se faire comprendre de tous. Et les premières transmissions s'effectuent dans les prakrits. Mais les prakrits, il y en a autant qu'il y a de régions. En gros, ça correspond à nos patois. Et donc, au fur et à mesure, les littératures vont être extrêmement mélangées. Et il y a eu un mouvement aux alentours de l'ère chrétienne où les bouddhistes ont ressenti le besoin justement d'utiliser une langue plus raffinée, plus littéraire, et ils ont fini petit à petit par adopter le sanskrit. Mais entre le prakrit et le sanskrit, les spécialistes parlent d'un sanskrit hybride bouddhique, qui est un mélange en fait de langue savante et de patois, qui va finalement donner des colorations différentes à certains textes. Le changement de vocabulaire va parfois entraîner des évolutions dans la doctrine. Dominique Trottignon, quand est-ce que finalement est apparu le Mahayana et quand est-ce qu'il s'est appelé comme tel ?
Alors le Mahayana, c'est un mouvement en fait qui n'apparaît pas en rupture avec les écoles de l'Inde ancienne, mais qui apparaît dans toutes les écoles de l'Inde ancienne. C'est une sorte de mouvement de réforme interne, de revivalisme, on peut dire, d'une sorte de volonté de retour aux sources. C'est ça vraiment l'origine du Mahayana. C'est un courant transversal. C'est complètement transversal à toutes les écoles anciennes. Donc en fait, on ne peut pas parler du Mahayana, il faudrait parler du Mahayana de telle école, du Mahayana de telle école, du Mahayana de telle école. Alors il y a un des 4 grands courants qui est particulièrement à la pointe. Mais finalement, ça s'est répandu dans toutes les écoles anciennes. Mais il faut attendre en Inde le 5e siècle de notre ère avant que le Mahayana se conçoive comme une école à part. Et justement, les sutras du Mahayana, est-ce qu'elles elles viennent à l'origine du Bouddha historique? Alors, tous les sutras dans le bouddhisme sont des apocryphes. Tous les sutras sont en fait ce que les disciples du Bouddha voulaient transmettre de l'enseignement du Bouddha. Quand on dit d'un texte qu'il est parole du Bouddha, on ne veut pas dire forcément que c'est le Bouddha qui l'a prononcé. On veut dire que c'est conforme à ce que le Bouddha a dit. Et les mahayanistes qui veulent absolument justement montrer cette filiation avec le Bouddha vont insister beaucoup sur cette compréhension de l'expression de parole de Bouddha. Historiquement, pour nous, occidentaux, on dit qu'il date du 1er siècle de notre ère. Mais pour des bouddhistes, ce sont des paroles de Bouddha. Qu'en est-il du Theravada? Quand est-ce qu'il est apparu? Alors le Theravada, c'est un petit peu plus compliqué, parce que le terme est employé, en fait, n'apparaît dans la littérature qu'au 5e siècle de notre ère, c'est-à-dire au moment où apparaît aussi l'école du Mahayana en tant que telle. Et ça n'apparaît en fait qu'à Ceylan. Les Occidentaux et les bouddhistes eux-mêmes, très a posteriori, ont utilisé ce terme pour désigner le bouddhisme ancien. Mais en fait, c'est un usage qui est extrêmement récent et qui ne correspond pas à la réalité des choses. Le Theravada, en fait, c'est vraiment né à Ceylan, au début de l'ère chrétienne, et comme d'autres écoles anciennes, en fait, il prend conscience de sa singularité, justement en miroir avec les enseignements du Mahayana. Pour conclure, Dominique Trottignon, quand peut-on dire que les bouddhistes, finalement, se sentent appartenir à une école plutôt qu'à une autre? Eh bien, comme je viens de le dire pour le Theravada, c'est généralement au début de l'ère chrétienne seulement, que, a posteriori, du fait de cette confrontation avec les enseignements du Mahayana qui posent problème à l'intérieur de la communauté par leur nouveauté, chaque groupe qui est dans des régions plus ou moins différentes de l'Inde va prendre conscience de son identité, va penser un arbre généalogique, va penser une histoire pour se placer au sein de cet ensemble très disparate et se donner une identité. Et en fait, tous ces noms que l'on connaît, sous lesquels on connaît ces différentes écoles bouddhiques, n'apparaissent pas dans la littérature avant le début de l'ère chrétienne. Merci Dominique Trottignon d'avoir répondu ce dimanche à nos questions. Donc, nous vous retrouverons la semaine prochaine pour la suite, de l'émission consacrée aux écoles anciennes du bouddhisme indien. Avant de clore cette première partie d'émission, voici à présent quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, Sous l'arbre de l'éveil d'Étienne Otokete, édité par Kunchab. L'auteur aborde le bouddhisme dans son contexte historique en consacrant une vaste partie aux origines du Theravada, du Mahayana et du Vajrayana, ainsi qu'à leur répartition géographique. Aux sources du bouddhisme chez Fayard, sous la direction de Liliane Silburn, sont ici réunis et présentés des textes canoniques prêtés au Bouddha ou composés par les grands maîtres qui lui ont succédé en Inde et jusqu'au Japon. Et enfin, Le Bouddha historique de Hans Wolfgang Schumann aux éditions Sully, un livre de référence qui propose de découvrir qui fut Siddhartha Gautama, l'homme qui devint le Bouddha il y a quelques 2500 ans en Inde. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant lepleuz.fr. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour la suite. Et d'ici là, très bonne semaine.